data, c'est comment avoir la pixelisation de tous les bassins versants et que chacun qui intervient, toutes les informations qui sont collectées, qu'il y ait une base de données qui nous permette à chaque fois qu'on interpelle cette base de données, qu'on puisse avoir des réponses. Parce que le politique gère la demande sociale et elle est quotidienne. Une question, on doit répondre tout de suite pour qu'on puisse avancer. Parce que si les gens sont à l'Assemblée en train de voter une loi, ils veulent savoir une question comme ça, il faut qu'on puisse interroger cette base, donner l'information pour que les politiciens puissent prendre les bonnes décisions. Je pense que ça, c'est un vœu que j'appelle, c'est pour ça que je salue l'approche. Et maintenant, on se met de plus en plus d'accord avec cette carte, progressivement, parce que les chiffres, il y en a partout dans la littérature, et je vois que l'INP jouant ce rôle effectivement de l'Institut national de pédologie, essaie de développer ces synergies déjà, pour qu'on puisse parler tous le même langage. La question qui est posée, les terres salées au Sénégal, il y en a combien? Les chiffres fusent de partout. Et maintenant, le chiffre qui est généralement utilisé, même au niveau du ministère de l'Agriculture, on est même plus que ça, parce qu'on parle de 2 millions d'hectares. C'est-à-dire quand on regarde la fiche technique du Sénégal, quand c'est annoncé, parce que quand on dit de 1 700 000 hectares, ce n'est pas uniquement les sols salés, mais c'est les sols aussi qui sont influencés, qui sont sous influence de la salinisation. Ça ne veut pas dire que ces terres sont salées, mais il faut faire attention dans la gestion quotidienne de ces terres, en termes de technologie, en termes de manipulation, en termes d'aménagement. Si on ne fait pas attention, potentiellement ces terres risquent d'être salées. Donc 2 millions d'hectares, vraiment c'est le chiffre qui nous permet, et 1 700 000 cartographiés, c'est encore une chose qui est positive. Maintenant, si vous regardez ici, notamment le long de la côte, nous avons des bassins versants le long de tout ce qu'on appelle fluvio-marins. C'est-à-dire que ces bassins versants sont ouverts sur des cours d'eau et ouverts à la mer. C'est très important pour le Sénégal, parce que quand même, nous avons vraiment une côte très plate ici, qui facilite facilement l'intrusion de la langue salée à travers les cours d'eau, que ce soit le long de la Casamance, la Gambie, bien entendu, parce que c'est aussi le Sénégal, le Sine et le Saloum, surtout la vallée du fleuve Sénégal, où depuis l'ouverture de la brèche, les gens se rendent compte que maintenant les terres deviennent de plus en plus salées. Et ça, c'est une question qu'il faut gérer. Bon, dans la zone des Niayes, vous allez dans la zone des Niayes, ce n'est pas la peine d'aller loin. Il suffit de creuser un puits qu'on vous dise après que c'est salé. On ne peut plus cultiver, on ne peut plus arroser. Donc ça dit, c'est la mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, c'est que le sel est là. Le sel est là. Peut-être qu'on a géré ça depuis un certain nombre d'années, mais le sel est arrivé. Donc, vraiment, surtout au niveau de la vallée, c'est très, très important. Bon, surtout ces questions de salinisation donc, dans le processus de dégradation des terres, c'est surtout les impacts environnementaux. Ce qu'il faudrait, c'est dans l'approche aussi qu'on change un peu de mentalité. Dans cette théorie du changement, il y a ce qu'on appelle maintenant de plus en plus des équipes pluridisciplinaires, pas disciplinaires, mais transdisciplinaires. Et en plus de ça, qu'on ait une approche agro-écosystémique. C'est-à-dire ne pas oublier qu'il y a l'environnement, il y a les autres activités, notamment l'élevage, il y a la pêche, parce que quand on parle de salinisation, les gens passent à la culture, à la production agricole. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'élevage aussi qui est impacté. Il ne faut pas oublier que la pêche est très impactée, parce que même un indicateur de la sursalure, c'est présente quel type de poisson nous avons dans les vallées. Ça nous indique déjà, cette population-là, au niveau de trucs. Mais maintenant, ce que les gens voient de manière claire, c'est le déboisement. Donc, on perd la biodiversité. Partout, c'est la disparition d'espèces. Et, bien entendu, l'impact qui nous préoccupe quand on parle de production agricole, c'est la diminution de la fertilité des sols et donc de la productivité. Parce que nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire dans beaucoup de domaines. Donc, un levier sur lequel nous travaillons, c'est la productivité. Donc, chaque fois que nous sommes dans une situation de diminution de la fertilité des sols, bien entendu, la productivité est menacée. Bon, maintenant, pour ces stratégies, donc, je vais aller rapidement parce que le Dr Faye en a parlé lors de sa présentation, parce que c'est des travaux aussi de l'ISRA qui ont été capitalisés. Bon, maintenant, les méthodes mécaniques, il en a parlé. Bon, bien sûr, des constructions de petits barrages anti-sel, de digues, de diguettes, toutes ces technologies-là sur lesquelles nous travaillons, de méthodes chimiques, dont il a parlé de l'utilisation phosphogip, de matières organiques, tout ça, la recherche a travaillé sur ces questions. Et sur les questions de méthodes biologiques, bon, je crois que maintenant, les gens parlent beaucoup de mycorhisation, d'utilisation vraiment qui permettent de limiter un peu, en cas renforcer les plantes dans leur défense contre la salinisation. Parce que chaque fois qu'on parle de matière végétale, on parlera de seuil de tolérance. Ce n'est pas que le truc résiste au sel, non, il y a toujours des seuils de tolérance. C'est comme si nous, là, moi, je peux manger quelque chose, c'est trop salé, toi, tu manges, tu me dis, ah, où est-ce que tu as vu le sel? Ce n'est pas salé. Hein? Donc, on ne va pas se disputer. C'est une question de comportement biologique. Et sur ça aussi, les plantes vivent dans ce même environnement. Donc, les deux leviers sur lesquels je vais axer rapidement la présentation, c'est bien sûr sur les techniques culturelles et tests d'aménagement en aval des petits barrages anti-sel.
la création ou sélection variétale, bien sûr, et le développement de technologies efficaces et appropriées. Bon, maintenant, pour la valorisation des terres, vraiment, c'est des travaux que nous avons faits depuis une trentaine d'années. Et je pense que je travaille, nous avons fait ça avec la coordination de Dr Boubacar Bari qui est là, qui est la mise à valeur des bassins versants. Et je crois que ça a été l'une des expériences qu'on a diffusées rapidement, qui a été capitalisée. Parce que dans la zone de Casamance, notamment dans la zone de basse Casamance, on a beaucoup travaillé sur la construction des barrages anti-sel. Notamment, il y avait une dizaine de barrages anti-sel. Et on était interpellés, c'était dans les années 84-85, à trouver des solutions à la valorisation des espaces sécurisés derrière ces barrages anti-sel. Et tout de suite, nous nous sommes mis. Donc, vous voyez, ça, c'est l'exemple de Djigounoum, avec, bien entendu, la participation de l'Orstom. Je crois qu'ils ont beaucoup travaillé un peu sur ces questions. Et c'était un programme coordonné par le Dr Boubacar Bari, qui est là présent, et pour lesquels, moi aussi, j'étais quelqu'un qui travaillait sur tout ce qui est le profilage, notamment travail du sol, voir quel profil de sol, comment gérer le temps de plantation pour qu'on puisse arriver à boucler, que les plantes arrivent à boucler leur cycle. Donc, si vous voyez le barrage de Djigounoum qui est là, dans ce bassin versant, donc comme je le disais, là, il y a de la place pour tout le monde, que ce soit hydraulicien, pédologue, chimiste des sols et tout ça, on peut tous travailler ensemble. Donc, c'est à peu près 25 km² de terre, donc à peu près 2500 hectares couverts. Donc, imaginez, il y avait une dizaine de barrages qui étaient dans ça. Et cette technologie a été facilement transférée dans la zone de Fatick. Je crois que c'est le même spécialiste qui travaille sur ces barrages anti-sel qui est à Fatick, notamment notre ami Salim Mbodj, qui a beaucoup travaillé sur la construction de barrages anti-sel dans la zone de Fatick. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse protéger nos vallées, qu'on puisse avoir des barrages, soit anti-sel ou bien des barrages de retenue. Ce n'est pas tout le temps des barrages anti-sel. Les barrages de retenue, c'est important parce qu'avec le lâcher, on lessive les sols. Or que barrage anti-sel, on essaie de prévenir par la gestion au niveau de cette digue-là, cette digue qui est là, en termes d'ouverture et de fermeture avec les bâtards d'eau, notamment qui nous limitent le niveau de submersion, de gérer un peu la dilution du sol dans ça, pour qu'on décide à quel moment il faut valoriser la vallée. Je crois que ça, c'est des questions de comité de gestion. C'est très, très important parce que là, c'est la dimension humaine et l'approche territoire. Parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de villages qui sont impliqués, Djikinoum, Gilakoun et tout ça. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un village, c'est une affaire d'approche territoire. Et quand on parle du territoire, c'est les collectivités, c'est les producteurs, c'est les éleveurs, c'est les pêcheurs qui sont tous impliqués dans ce processus. Donc, cette expérience est en train d'être diffusée au niveau de la zone de Fatick. Bon, maintenant, sur le plan des choses qui sont toutes à la portée des chercheurs de l'ISRA, c'est comment développer des variétés qui puissent quand même pousser. Bon, je crois qu'on devient inefficace là. Donc, c'est que l'ISRA a très tôt commencé à travailler sur la mise au point, la création, croisement de variétés, pour qu'on puisse avoir des variétés qui puissent résister à un certain niveau de salinité, encore une fois de tolérance. Et des variétés ont été créées et diffusées par l'ISRA. Et donc, la première difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a mis tout de suite une évaluation participative. Ça ne sert à rien de mettre 5 ans, 6 ans à créer ces variétés, de présenter ces variétés aux producteurs qui disent qu'après ça ne les intéresse pas. Parce que la hauteur, on a eu ce cas, hein, on a sorti une variété qui était très productive, c'était la DJ684D, elle était comme ça, et les femmes disent ça ne nous intéresse pas, parce que comme c'est nous qui récoltons, on se baisse trop pour aller couper la peine. Je dis, bon, avec tous ces efforts-là, bon, peut-être il va falloir changer de fusil d'épaule. Donc maintenant, on met en œuvre une démarche participative, on met toutes nos lignées véritablement en screening, et les producteurs passent et voient, c'est ça m'intéresse, et puis on essaie de finaliser pour quand même diffuser cette variété. Et donc, ces performances, on a eu des variétés assez performantes qu'on a testées, aussi bien en Gambie qu'au Mali, et ces variétés sont dans le processus aussi d'être proposées aux producteurs, parce que là, c'est très actuel, d'être proposées aux producteurs pour qu'on puisse les homologuer. Donc aussi, c'est la même chose pour les effets de cela au champ, parce que quand même, c'est des paramètres bien cernés, et que donc, ces variétés-là, nous sommes en train de les valider, que ce soit IRK ou ainsi de suite, avec toute la coopération internationale avec qui nous travaillons, bon, avec les seuils, tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de tel seuil, ce n'est pas la peine de mettre telle variété ou telle variété. Je crois que ça fait partie des recommandations. Et ces variétés sont actuellement au niveau de DHS et VAT, parce que nous on est dans un processus d'homologation. C'est distinction, homogénéité et stabilité de la variété, valeur agronomique, technologique et environnementale. C'est-à-dire on met tout ça pour qu'on dise qu'une variété peut être diffusée quelque part. Tant qu'on ne règle pas ces questions-là, on ne peut pas lâcher une variété. Et je crois que sur ce plan-là, l'ISRA est en train de faire beaucoup de choses. Des variétés sont déjà homologuées. Il y a 2 variétés déjà qui sont homologuées et qui sont depuis l'année dernière d'ailleurs.
Et donc ces variétés ont été diffusées. Et bon, vous les entendez ISRI 10 ou bien ISRI 11. Bon, c'est des variétés qui sont des variétés tolérantes à certains niveaux de seuil de salinité que nous sommes en train de diffuser dans le programme national d'autosuffisance riz. Parce que tout ce que nous faisons aussi, l'objectif c'est quand même pour qu'on puisse arriver à pour les bas-fonds et les mangroves, c'est un peu plus compliqué. Parce que les bas-fonds, bon, avec Africa Rice, nous travaillons beaucoup sur le haricot, donc qui est African Rice Variety. Donc nous essayons de diffuser. Mais nous avons eu des variétés, notamment la Rock 5, qui a été une variété qui nous a beaucoup sauvés dans le passé, notamment en Basse-Casamance et derrière les barrages anti-sel, qui, effectivement, dans des conditions de salinité, pouvait avoir jusqu'à 2 à 3 tonnes à l'hectare. Vous vous rendez compte, cette productivité, elle est encore faible. Et les variétés que nous poussons sont dans l'ordre de 4 tonnes à 5 tonnes à l'hectare. Donc ça veut dire que nous sommes arrivés à trouver des variétés quand même testées pour la Casamance. Mais maintenant, la Casamance, c'est compliqué parce que tout ce qui est riziculture de bas-fond, donc ça, c'est les nouvelles variétés. C'est un peu rébarbatif, je ne vais pas toujours lister toutes les variétés. On a tellement fait sortir de variétés, mais c'est toujours dans la même logique. Simplement, dans cette zone de bas-fond et de mangrove, ça devient très complexe. C'est toute la zone littorale du Sénégal où les gens voient les bas-fonds, que ce soit des abysséniens ou que ce soit des rhizophora. Véritablement, il faut protéger cet environnement. Parce qu'au niveau de cet environnement se passent des réactions chimiques tellement complexes qui protègent les terres qui sont en amont. Donc, si on laisse les gens couper ce qu'on appelle la mangrove, bois de chauffe, ainsi de suite, on déplace tous ces phénomènes de trucs vers les terres. On a parlé beaucoup ces temps-ci de la présentation du soufre qui vient de la mer piégée par la mangrove. Mais si la mangrove n'est plus là, on ne piège plus le soufre. Et le soufre, vous le savez, chaque fois que vous entendez les sols potentiellement sulfatés acides, les tannes vives qui nous arrivent, où rien ne pousse, c'est parce qu'effectivement cette protection-là est en train de disparaître. Donc il faut tout faire pour qu'on remette la mangrove à sa place et que cette mangrove puisse jouer ce rôle-là au niveau... Bon, je disais que la mauvaise nouvelle, c'était que le sel était là. Bon, nous prenons encore les devants, parce que dans le programme de sélection arachide, maintenant allez dans le bassin arachidier, vous allez dans le côté de Diourbel, de Gossas, tout ça. Les gens font des puits, ils nous disent que c'est salé. On ne peut plus faire de maraîchage, on ne peut plus arroser. C'est grave. Donc maintenant, on ressent ça même au niveau des spéculations qui étaient des spéculations de plateau. Donc si à certaines zones, vous ne faites pas attention, vous ne pouvez même plus cultiver de l'arachide ou bien du mil. Donc on a développé tout un programme de sélection actuellement, disons en anticipation, sur des variétés d'arachide qui sont tolérantes, plus ou moins un peu à la salinité, que ce soit la PC 79, bon, you name it, 2800. On les a tous essayés et nous avons fait des recommandations par rapport maintenant à ce sel qui se signale un peu en tout. Bon, technologie forestière, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je crois que l'ex-spécialiste, il était très à l'aise quand il présentait le Melaleuca et tout ça, le Tamarix et tout ça. Donc je pense que vous avez tout, hein. Il a tout parlé. Le Tamarix, il est là, tout ça. Le Melaleuca, il est là, il en a parlé. Eucalyptus, vous en avez beaucoup entendu. C'est parce que c'était un travail important qu'il fallait faire dans ces zones-là. Et l'exemple qu'il a donné à Ndiafat, notamment PRAS, le projet PRAS, nous a permis véritablement de valider un certain nombre, dont le Tamarix, qui est vraiment une pompe biologique qui nous permet de pomper l'eau de la nappe, vraiment gérer la salinité au niveau de ces zones-là. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement de mieux capitaliser un peu sur toutes ces avancées, parce que c'est des années et des années de recherche. Il y a quelque part, quand je disais 18 à 20 années de recherche, et les résultats sont là. Bon, maintenant, comment faire pour que ces résultats puissent être diffusés au niveau de la communauté? Donc, les performances sont là. Donc, on a montré ce que les gens ont fait à Kermatar en termes de cubage, ce que les gens ont fait avec les provenances, notamment. Et le Melaleuca dont il a parlé a été pratiquement le genre le plus performant, et je confirme ce qu'il a dit en matière de peuplement que vous voyez ici, par la technologie agroforestière. Donc, il y a eu des introductions aussi, des acacias australiens. Tout ça, on les a testés. Bon, pour voir un peu dans la durée, est-ce que c'est des innovations durables, oui ou non, et ainsi de suite. Et donc, comme on le dit, la production en bois de ces espèces diminue généralement avec le taux de salinité, comme je l'ai dit, qui augmente. Donc, c'est encore des questions de seuil de tolérance. Bon, des essais sont encore en cours, toujours, pour surtout les herbacées, parce que quand même, il ne faut pas oublier que nous sommes dans des zones aussi agro-pastorales, comme il en a parlé. Bon, l'élevage, il faut quand même que l'élevage puisse trouver des zones de pâture. Sinon, c'est encore des transhumances de longue distance. Et ces tests sont conduits en serre pour voir un peu
Et donc avec le cajarina, tout ça, qu'est-ce que ça va donner quoi? Donc la tolérance avec le sel. Bon, les mêmes tests continuent et je pense que le CDH déjà est très en avance sur ces questions-là parce que c'est un peu essayer de coloniser un peu ces zones fluvio-marines encore avec l'introduction du Donax au CDH. Le directeur du CDH est là, il pourra peut-être donner des exemples très précis. Et donc qui nous permet effectivement encore de pouvoir gagner sur un certain nombre de terres qui à la limite étaient incultes, mais que nous arrivons avec la sélection variétale, notamment sur les espèces herbacées, à pouvoir les coloniser. Bon, d'autres technologies sont en train d'être développées et bon, je pense que toute la communauté scientifique, notamment le LCM, le laboratoire commun de microbiologie au niveau de l'ISRA, donc à Bel Air, avec le partenariat IRD, UCAD, ISRA. Donc je crois qu'ils sont en train de faire beaucoup de travaux très très intéressants sur toutes ces questions d'inoculation microbienne, notamment toutes ces questions de mycorhisation, pour pouvoir trouver effectivement en inoculant d'améliorer un peu la tolérance, encore une fois. C'est bien d'améliorer la tolérance au sel des plantes. Ils tolèrent, c'est tout. Et maintenant, surtout le taux de survie et améliorer les performances des plantes. Je crois que ces travaux sont en cours. Il y a des publications, on peut les mettre à votre disposition. Ou bien vous venez sur le site de l'ISRA, vous pouvez tout de suite trouver ces publications. Donc ça continue encore une fois avec toutes ces questions de caractérisation chimique et tout ça. Donc pour des publications aussi sont disponibles, notamment on a parlé beaucoup d'ionisation, de cationisation et tout ça, de surtout capacité d'échange cationique. Et je pense que tout ça, c'est des questions sur lesquelles, en tout cas, la recherche travaille et nous sommes en train de faire en sorte qu'on ait encore beaucoup plus de tolérance des plantes à celles-là. Bon, les résidus de mangrove, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les expériences menées par Gorobei un peu dans ce domaine. Je crois que le document synthétique présenté, il y a beaucoup de références sur les travaux de Gorobei, qui a été véritablement un pionnier dans ce domaine et pour lequel nous essayons de capitaliser et d'avancer dans tout ce dont on a parlé sur la chaux, le phosphogypse et tout ça. Bon, bien sûr, faire très attention, le phosphogypse, c'est sûr que tous les pédales vous le diront, faisons attention aux métaux lourds. Bon, même si ça marche, mais vous comprenez, les métaux lourds, c'est un problème. Sachons ce que les phosphogypes contiennent comme métaux lourds avant de passer à grande échelle. Sinon, on pollue nos terres tout de suite. Donc je crois que ça, c'est une question qui est renvoyée en tout cas à la qualité de ces choses-là. Donc sol de mangrove, bon, les traitements tricalciques dont il a parlé, c'est ça. Bon, en plaine, c'est ceux qui sont en hauteur, n'est-ce pas? Donc on est arrivé, comme je l'avais dit, à faire maintenant des variétés qui font 3 à 4 tonnes à l'hectare. Bien sûr, avec des combinaisons de techniques culturelles, d'azote, ainsi de suite. Bon, je crois que tout ça, c'est des bulletins qui sont disponibles. Donc, ça aussi, ça reste. Donc, des techniques de lessivage qu'il faut mettre, en tout cas faire en sorte que l'eau qui est introduite, que ce soit de l'eau, comme pour le lessivage du profil de production, mais il y a des sols sur lesquels il faut toujours les garder sous lame d'eau. Je vous avais parlé tout de suite de processus d'oxydation. Donc, si on ne fait pas attention, les gens vont parler, il faut, comment on appelle ça, encore, drainer les sols. Il y a des sols qu'il ne faut pas drainer. Si vous voulez drainer l'oxygène de l'air, puis l'oxydation, on perd les sols. Donc, je pense que c'est des questions sur lesquelles